万世教は非術師の集団だ。特段気にする必要はない。警戒すべきはやはり Q。 まあ大丈夫でしょう。俺たち最強だし。だから天元様も俺たちを指名したんだろ。何？いや、サトル、前から言おうと思っていたんだが、一人称俺はやめた方がいい。ああ。 T'as lu? Il y a quelques jours, alors que je perdais une fois de plus mon temps sur TikTok, une vidéo est apparue sur mon feed. La voici. Je scrolle sans trop y réfléchir et quelques minutes plus tard je tombe sur une vidéo tout aussi similaire. Intrigué, j'ai décidé de taper le terme #Gojo sur la barre de recherche juste pour voir le nombre de vues. Plus de 84 milliards de vues en cumulé. J'ai bien vérifié avec d'autres persos d'anime récents mais aucun d'eux n'a atteint les mêmes chiffres. Et comme j'ai du temps à perdre, j'ai décidé de répondre à la question que j'avais en tête à ce moment précis. Comment expliquer une telle obsession collective? Pour ça, nous devons revenir 5 années en arrière. Nous sommes le 3 octobre 2020 à la sortie du premier épisode. Plusieurs persos y sont présentés, notamment Yuji Itadori, le perso principal, le grand-père de Yuji qui est malade, Megumi qui est un exorciste, et un tas d'autres personnages, dont un qui ne révélera son nom que dès l'épisode suivant, Satoru Gojo. Et clairement, il monopolise toute l'attention. Alors, n'étant peut-être pas très objectif, j'ai demandé à ChatGPT pourquoi une telle réaction. Et voici ce qu'il m'a répondu. Satoru Gojo provoque une intense réaction aussi bien chez les fans que chez les non-fans. Gojo a une personnalité extrêmement charismatique, avec une confiance en lui qui frôle l'arrogance. Mais d'une façon qui ne repousse pas, au contraire il l'attire. Ajoutez à cela une personnalité décalée, même un peu immature, en totale opposition avec sa complexité, tout cela augmente à son attrait. De plus, son design est extrêmement attirant. Et pour faire simple, il suscite l'admiration du public masculin, tandis que chez le public féminin, il s'agit plutôt d'une attirance. Ok, beaucoup de vidéos que j'ai regardées vont dans ce sens, mais je dois dire que les réponses de ChatGPT m'ont amené à pousser la réflexion un peu plus loin. Et si dans un certain sens, on était tous un peu fans de lui? Est-ce que vous connaissez Johann Wolfgang? Auteur incontournable de la littérature allemande, il est aussi poète, dramaturge, romancier et tout un tas d'autres trucs. Son œuvre est large et on ne va pas l'évoquer ici, mais ce qu'on va plutôt faire c'est parler de son tout premier livre, Les souffrances du jeune Werther, publié en 1774. Le roman raconte l'histoire d'un jeune homme, Werther, qui tombe amoureux d'une femme déjà fiancée. Son amour impossible et son désespoir le mènent finalement au suicide. À sa publication, le roman connut un succès immense, mais il fut également associé à une vague de suicides à travers toute l'Europe. De jeunes hommes s'identifiant au personnage de Werther auraient mis fin à leur jour de manière similaire, souvent en portant des vêtements jaunes et bleus, couleurs associées au personnage. En Allemagne, précisément à Kiel, un jeune homme de 17 ans s'est suicidé par balle. Le roman ayant été retrouvé à côté de sa note de suicide. Il demande d'être enterré comme Werther. D'autres cas ont continué d'être rapportés dans la fin du 19e siècle, le roman étant fréquemment retrouvé à côté des corps ou explicitement mentionné dans les notes de suicide. Bien évidemment, le parallèle avec Gojo ne se fera pas sur cet aspect. Aujourd'hui, personne ne meurt pour Gojo. En revanche, je trouve intéressant de comparer le phénomène d'identification généré. De nombreux jeunes hommes et femmes sont profondément identifiés à la sensibilité et à la passion du protagoniste. Pour moi, ça révèle un profond besoin d'incarner quelque chose. Et le besoin d'incarner, on va y revenir après. Et c'est là qu'on a le droit de se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui se prend de passion pour un personnage de fiction? Selon l'article Devenant le roi du Nord, publié en 2021 dans le Oxford Academic, l'identification à un personnage peut modifier les attitudes et les croyances d'une personne pour qu'elle soit plus en adéquation avec ceux du personnage en question. Le même article révèle également que le cortex préfrontal médial ventral, MPFC, est une région du cerveau qui montre une activité accrue lors de l'introspection. En gros, c'est la zone du cerveau qui s'active quand on pense à soi-même. Et dans le cadre de l'expérience, plusieurs tests concernant l'identification aux personnages de Game of Thrones ont été menés auprès de fans de la série. L'expérience consistait à montrer aux fans concernés préalablement placés dans un scanner des mots évoquant un trait de personnalité comme courageux. Ils devaient ensuite juger si ce mot les décrivait eux-mêmes, neuf de leurs amis réels ou neuf des personnages fictifs de Game of Thrones. Le MPFC était plus actif quand les participants pensaient à eux-mêmes. Cependant, chez les participants qui s'identifiaient le plus à des persos fictifs, cette zone du cerveau montrait une activité similaire à un chevauchement neuronal. Le chevauchement neuronal fait référence à l'idée que les mêmes régions du cerveau sont impliquées lorsque nous pensons à différentes choses ou personnes. En clair, dans le contexte de l'expérience, les sujets voient leur cerveau réagir de la même manière qu'ils pensaient à eux-mêmes et qu'ils pensaient à leur personnage préféré. À titre de comparaison, le même phénomène s'applique lorsque l'on pense à son ou à sa partenaire. Dans la même veine, une autre revue publiée par l'Université d'État de l'Ohio souligne les conséquences de la solitude sur ce phénomène. En atteste les réactions neuronales auprès des sujets les plus solitaires. Qu'est-ce que cela révèle?
Ça révèle simplement que l'attachement, même de manière excessive, envers un personnage de fiction n'a rien d'étonnant. Avant Werther, il y a eu Hercule, Lancelot, Roland, chacun incarna à la fois des figures d'unité sociale, mais aussi des modèles d'idéaux à atteindre et ont fort besoin de s'identifier. Après Werther, on a eu des personnages comme Edmond Dantès ou Jean Valjean. La télévision est désormais le principal pourvoyeur de figures à admirer, et comme vous le savez tous, le Japon y occupe une place hyper importante. En l'espace de quelques décennies, on est passé d'un animé comme Astro Boy, avec pour seul canal de diffusion à la télévision, à un animé comme Death Note qui, à son apparition en 2006, disposait désormais également de la puissance d'Internet. La décennie suivante sera juste une confirmation avec les plateformes de diffusion telles que Crunchyroll, Wakanim, Netflix, pour ne citer que ces derniers. Les animés n'ont jamais été aussi populaires, et le phénomène n'a jamais été d'une aussi grande ampleur. Alors oui, c'est très tentant de se moquer de ces gens, et je dois avouer que c'est la première chose que j'ai faite. En revanche, si on va au-delà de tout ça, on comprend que le phénomène d'attachement obsessionnel pour Gojo n'a rien d'étonnant. Il réunit toutes les caractéristiques des personnages l'ayant précédé. Alors peut-être que je vais être trop loin dans mon interprétation, et que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas le sujet. Et pour être tout à fait honnête, l'idée de base c'était de montrer des vidéos et de s'en moquer. Une idée de merde quoi. Mais je suis reconnaissant d'avoir pu faire cette vidéo et d'être allé un peu plus loin. Je me suis pris de nostalgie sur de vieux forums de l'époque sans les avoir jamais connus. À force de m'immerger dans la création de cette vidéo, j'ai fini par comprendre que cette obsession était beaucoup plus complexe que ce qu'on aurait pu penser. À ma manière, j'ai intégré le personnage à ma vie, ne serait-ce que pendant l'écriture de cette vidéo. Je me suis surpris à penser à lui à des moments random, par exemple quand je me balade. En soi, l'acte de création n'est que le début. C'est le public qui donne vie à l'œuvre. C'est comme ça qu'une entité narrative devient un compagnon de vie bien réel. Il nous accompagne dans nos pensées, nous offre une boussole morale, une source d'inspiration pour inventer nos propres défis ou un miroir pour comprendre nos émotions. Il peut influencer nos attitudes, nos expressions et même nos choix, devenant une référence interne qui guide nos réactions. Désormais, il ne s'agit plus seulement de lire ou de regarder, mais de vivre avec.